Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques, enfin sauf qu'aujourd'hui c'est un numéro double, par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler des relations un peu complexes entre départements et régions d'une part et collèges et lycées, donc établissements publics locaux d'enseignement d'autre part. Mais tout de suite à l'ébrève de la semaine, avec le fait qu'en matière d'agents, la décision de retrait d'un arrêté de détachement non encore exécuté doit être motivée, logique, et une augmentation du montant limite du forfait de télétravail. C'est l'époque pour les élus de la déclaration des impôts sur l'IRPP. Vous savez qu'il y a un prélèvement à la source et un certain nombre d'ajustements. Voir sur ce point un truc très bien fait, une page très bien faite sur le site de l'AMF. Et puis, petite question taquine, est-ce que les élus locaux qui ont droit à un référent déontologue peuvent demander aux référents déontologues en réalité des informations sur un autre élu, façon enquête, détective? La réponse est non, voilà, selon les services de l'État. Chaque semaine, depuis plusieurs épisodes, je vous donne à chaque fois les nouveaux textes, instructions, circulaires, décrets sur les prochaines élections européennes. Eh bien, on a la grande instruction, la grande circulaire habituelle sur l'organisation matérielle de déroulement de l'élection qui a été diffusée, et un guide très bien fait mis en ligne. Voici ici un lien de téléchargement sur l'accessibilité pour le bureau de vote, pour les PMR, mais pas uniquement. Et puis, 3 arrêts ont été rendus par la Cour des comptes dans le nouveau régime de responsabilité unifiée des ordonnateurs et des comptables, donc la RGP, responsabilité des gestionnaires publics, avec des apports très intéressants sur la réquisition, sur les renvois de balles entre comptables et ordonnateurs dans ce régime, et également sur les notions de préjudice en matière de marché public, entre autres. En matière de sécurité, grosse actualité avec une décision en ordonnance du Conseil d'État très intéressante sur le couvre-feu des mineurs, en l'occurrence la Guadeloupe, et le théâtre de Montpellier, en l'occurrence sur Béziers. Dans les deux cas, validation de la légalité en référé, donc de ce qui avait été fait, avec des interdictions peut-être un petit peu plus en masse, notamment dans les quartiers concernés, que autrefois, avec des apports intéressants également sur les questions de preuve. Sur la dangerosité, quartier par quartier, ou si j'ai pas de statistiques par quartier, qu'est-ce que je fais? Bon, évidemment, la grande actualité en matière de sécurité, c'est l'état d'urgence déclaré par 2 décrets sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, avec pas mal de débats, notamment est-ce que ceci peut permettre ou pas de censurer TikTok sur le Caillou. Et puis une ordonnance très intéressante du Conseil d'État sur la portée, mais aussi les limites des pouvoirs de police des maires sur la circulation sur les chemins ruraux et les questions d'accès des gens qui ont besoin de ce chemin pour aller chez eux. Et puis, la CED Paris, de son côté, a rendu une décision intéressante qui valide une décision de police de déplacement des consommateurs de crack d'un quartier à l'autre. En matière d'urbanisme, on a un arrêt. Alors, c'est assez technique, mais vous savez qu'en urbanisme, comme en environnement, on a beaucoup plus de possibilités de régulariser qu'avant. Et dans ces cas, le juge va faire un sursis à statuer en attendant que la régularisation soit faite. Et si j'ai quelqu'un qui attaque ce sursis à statuer, mais qui oublie d'attaquer la décision après, celle qui va constater qu'il y a eu régularisation en urbanisme comme en matière d'environnement, eh bien, que se passe-t-il? Le gars qui a oublié d'attaquer la décision finale, la décision sur le sursis, il l'a peut-être attaqué, mais trop tard. Entre-temps, il y a les décisions sur le fond, et hop, son recours tombe. Et puis, le Conseil d'État nous dit également comment prendre en compte les drives en matière d'aménagement commercial, de pistes, mètres carrés, etc. Une décision intéressante du théâtre de Rouen est à noter aussi en matière de contrat. Est-ce que je peux utiliser mon contrat de marché usuel d'entretien des bâtiments communaux et l'étendre un petit peu pour mettre au débeauté un édifice religieux dont la commune a la charge, antérieure à 1905? La réponse est non en l'espèce. Et puis, 3 décisions ont été rendues par la section du contentieux, donc une formation un peu prestigieuse, du Conseil d'État, validant dans 2 cas sur 3 les subventions de collectivités à SOS Méditerranée, nous donnant en pareil cas un mode d'emploi qui prolonge une jurisprudence plus que séculaire sur les frontières des subventions avec les interventions politiques, syndicales ou internationales. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause. Mais passons à notre grand dossier, départements et régions d'un côté, collèges et lycées, établissements publics locaux d'enseignement de l'autre. Quel équilibre, quelles évolutions? Parce que on a un montage quand même assez étrange, où dans ces établissements publics locaux d'enseignement, on a une organisation un peu spécifique, avec un directeur, un adjoint gestionnaire, et on se retrouve avec les départements et les régions qui organisent et financent
mais en ayant très peu la main sur le personnel. Alors c'est la même chose pour les écoles primaires, me direz-vous. Oui, mais souvent il y a une proximité géographique, on affecte les agents. L'ajout de la distinction géographique et avec des agents qui sont moins souvent polyvalents sur d'autres fonctions, ou potentiellement polyvalents, conduit à un certain nombre de reculs. Lors de la débat sur la loi 3DS, le Sénat voulait un transfert de la médecine scolaire au département, d'une part, et un plus fort contrôle des conseils départementaux ou régionaux sur les EPLE, que sont donc en droit ces collèges et ces départements, voire même la possibilité, parce que ça avait été à un moment donné évoqué, que toute l'administration des écoles, enfin des collèges et des lycées, passe entre les mains des départements et des régions, hors personnel enseignant, bien sûr. Alors souvent on nous dit que c'est impossible, mais il y a eu déjà des transferts de personnel, y compris sur des questions universitaires autres, qui ont fini par se faire. On a abouti à des choses qui ont été plutôt un échec du Sénat dans la loi 3DS, c'est-à-dire un refus. Toutes les demandes de sur médecine scolaire devenaient des simples rapports à produire. Et puis il y a juste les conventions de l'article 145 de la loi sur la coordination, qui existent déjà, mais qui sont un tout petit peu renforcées. Je vous ai mis ici un petit schéma sur ces questions de coordination de convention et qui a autorité sur quoi. Parce que finalement, on a un montage assez complexe pour lequel on a quelques jurisprudences malaisées à utiliser. Donc je vous ai mis notamment ici la référence d'une CA de Versailles. Bon, vous pouvez mettre sur pause au besoin pour essayer de regarder un peu ce qu'il y a dans ce texte. J'avais fait des articles et des vidéos là-dessus à l'époque. Bon, en réalité, les gens sont de bonne volonté, ils s'entendent bien, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais s'ils ne sont pas de bonne volonté, ça peut très bien aboutir à un blocage qui est plutôt en profit de quoi ? De l'immobilisme et puis des structures gestionnaires du collège ou du lycée en réalité. On peut aboutir à des choses amusantes. Alors, on a des instructions qui peuvent être données à l'adjoint gestionnaire. Oui, mais dans le cas d'une convention, ces conventions, on peut même pas les forcer. Il y a des tas de conseils d'administration de PLE qui ne sont même pas saisis de projets de convention parfois déjà signés par le département ou la région. C'est compliqué. Et d'ailleurs, on aboutit parfois à des solutions étranges. Par exemple, je connais une collectivité qui envisage carrément de passer en DSP toute sa restauration, alors que ce n'est pas son choix, parce que c'est le seul moyen d'avoir un petit peu de pouvoir sur les agents qui sont sur place, qui refusent parfois ne serait-ce que de mettre des blouses avec le logo de la collectivité. Enfin bon. Donc on a des choses qui sont un peu complexes. Mais évidemment, encore une fois, la plupart du temps sur le terrain, les gens font des efforts pour que les choses se passent bien, même si ces conventions sont loin d'être souvent signées. Surtout ceci, et au moment où le Sénat envisage de transférer par voie d'expérimentation la compétence médecine scolaire au département volontaire sur une période d'1 an renouvelable pour amorcer une réforme. Deux questions. D'une part, à la sénatrice Françoise Gatel qui est en pointe sur ce sujet, et d'autre part à Madame Morand, qui est membre du CA de l'Andev et qui est directrice de l'éducation d'un département. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, Monsieur Landau. Et merci d'être avec nous. Madame la sénatrice, commençons avec vous. Quel est votre sentiment sur cet étrange équilibre? Et n'est-ce pas parfois un peu étrange quand même, de payer du personnel que l'on ne contrôle parfois que de manière théorique? Alors vos questions sont, la deuxième en tout cas est très juste. La première sur les relations région-département, ce qui concerne les collèges et les lycées. Il y avait deux approches qui étaient de dire, on en a discuté au moment de 3DS, est-ce qu'on organise à partir d'une compétence et d'un métier, et gérer des bâtiments, gérer du personnel technique, ça relève d'une même compétence, donc on pourrait imaginer qu'il n'y a qu'une seule collectivité qui est compétente et qui assure à la fois la responsabilité des collèges et des lycées. Ce n'est pas ce qui a été retenu pour deux raisons. La première, sur un argument qui était le suivant, chacun considérant que, ou beaucoup considérant que les collèges relevaient d'une plus grande proximité que les lycées, que le département était le plus à même d'apprécier les choses. Et le second argument qui est dans une redistribution de compétences, l'exercice est toujours un peu difficile, enfin chacun affirmant son attachement aux compétences dont il a été doté, affirmant qu'il a la capacité à le faire. Et aujourd'hui, nul ne peut dire que les départements s'acquittent mal de leurs compétences, c'est plutôt très bien fait, il en est de même pour les lycées. Donc en fait, il y a eu un statu quo qui a été maintenu.
pour ces raisons. Voilà. La deuxième question que vous posez, dont je vous disais qu'elle est extrêmement pertinente et elle est, la réponse qui est apportée aujourd'hui est hallucinante. C'est-à-dire, nous avons des présidents de département et des présidents de région qui ont la responsabilité de l'entretien des bâtiments et de la sécurité alimentaire, et notamment de l'approvisionnement alimentaire. Nous avons eu dans différentes lois une obligation d'approvisionnement en produits bio et en produits de circuit court. C'est-à-dire on a donné au président de département, au président de région, des obligations très formelles et très précises. Or, pour exécuter ces obligations, les présidents de département et les présidents de région doivent traiter avec des gestionnaires de lycée qui ne sont pas des personnels relevant de leur collectivité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment d'autorité sur ces personnels et qui doivent donc en quelque sorte discuter, négocier avec chaque établissement scolaire pour organiser des marchés d'approvisionnement dans les cantines. Donc c'est une aberration absolue et qu'il nous semble que quand on confie la compétence à une collectivité, on doit lui donner la totalité des moyens d'exercice. Donc, dans 3DS, nous avons insisté au Sénat pour que les gestionnaires de collèges et de lycées deviennent des personnels des collectivités territoriales, au même titre que l'ensemble des agents lors des des grandes lois de décentralisation. Ça n'a pas été possible, je crois, je le dis, pour des raisons qui sont des raisons un peu craintives, de mouvement de personnel, et qu'on nous a dit que notre question était très fondée, enfin personne n'a critiqué notre proposition, mais que le moment était un peu sensible et que ça n'était pas le moment. Et donc le gouvernement nous a proposé une solution qui est de dire, bien, écoutez, on va proposer quelque chose qui est la signature de convention entre la collectivité et le lycée. J'ai eu la curiosité à l'époque de regarder les débats des lois de décentralisation. Et j'ai trouvé dans ces débats qui remontaient à près de 40 ans la même question que celle que nous posions. Euh, alors même les sénateurs, plein de bon sens, disaient, mais il faut donner les moyens aux gens qui exercent les compétences. Enfin, ça génère du dysfonctionnement, de la complexité et de l'incapacité d'agir. Et alors, à l'époque, il y avait déjà eu la même idée lumineuse qui avait été de dire, non, non, on ne va pas le faire, sans doute parce que ce n'était pas non plus le moment, mais on va proposer des signatures de conventions entre les lycées, les collèges, les départements et les régions. Bon, donc, j'ai eu ensuite la curiosité d'aller voir combien de conventions avaient été signées. Personne n'a pu me le dire, c'est-à-dire que cette idée qui a été inventée en 82, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et donc, aujourd'hui, moi, j'essaie de suivre la signature de conventions entre un président de région et un gestionnaire de lycée pour savoir si effectivement on avance d'une manière un peu intelligente. Ben, je constate que les choses avancent qu'à un cas et qu'il y a beaucoup de résistance, parfois de la résistance passive à cette signature parce que les personnels ne sont pas très allants et ne présentent pas toujours ces propositions au conseil d'administration des lycées. Le cadre juridique et pratique de ces relations est-il satisfaisant sur le terrain? Comment dire, le cadre juridique, en fait, n'est pas vraiment, est que moyennement satisfaisant. La place de chacun n'est pas forcément bien définie. Aujourd'hui, on voit bien que chacun fait des efforts, collectivité et État cohabitent, et au final, on trouve tous des solutions parce qu'on travaille dans l'intérêt des établissements et des élèves. Mais finalement, c'est pas si clair. Avant la loi 3DS, ben, globalement, les collectivités, grâce au code de l'éducation, pouvaient s'adresser aux chefs d'établissement et leur demander, enfin leur fixer des objectifs et leur dire les moyens qu'on pouvait allouer. Bah, la loi 3DS a modifié un peu les choses, mais pas tant que ça finalement. Et les timides avancées de la loi 3DS ont-elles servi à quelque chose? On a une possibilité de pouvoir donner des instructions peut-être un peu plus précises sur des champs qui étaient les champs des collectivités, hein, la restauration, l'entretien, la maintenance des bâtiments, des infrastructures et des équipements.
Mais finalement, ça, c'était des compétences sur lesquelles on avait déjà un poids et un accès puisque nous étions les payeurs. Cette loi n'a pas changé beaucoup de choses. Les secrétaires, on s'adresse désormais plutôt aux secrétaires généraux, mais dans la réalité, sur le terrain, c'était déjà le cas. Et on n'a toujours pas de pouvoir hiérarchique et pas de pouvoir de nomination. Donc, on a une espèce de système qui est un peu complexe parce que d'un côté, nos agents dans les établissements, que ce soit les cuisiniers, les agents d'entretien ou les agents de maintenance, sont sous la responsabilité, sont des personnels hiérarchiquement rattachés au département et ils sont sous la responsabilité des secrétaires généraux. Et pour les secrétaires généraux, c'est l'inverse, ce qui est quand même crée un peu de confusion. Et ça peut vite devenir un sujet très passionnel. Qui obéit à qui, pour faire quoi? Dès lors que quelqu'un veut être dans une posture de blocage, je pense que ça rend les choses assez complexes. Par ailleurs, dans cette loi 3DS, il y a un aspect qui est une des compétences des départements qui n'apparaît pas, la fonction accueil. C'est un peu surprenant parce que voilà, les établissements sont très à cheval et attendent beaucoup globalement des collectivités sur cette mission d'accueil et de sécurité. Et c'est pas du tout indiqué dans la loi 3DS, donc ça fait partie des points d'interrogation. Quid de nos agents d'accueil qui, eux, ne semblent pas rentrer dans ce champ conventionnel de la loi 3DS? Revenons à vous, Madame la sénatrice. Selon vous, la médecine scolaire est une excellente chose qui fonctionne mal. Aujourd'hui, on constate un accroissement très significatif de situations très difficiles des élèves. Alors, ce sont parfois des situations familiales difficiles, des situations sanitaires très difficiles, mais aussi des situations psychologiques extrêmement difficiles. Et qu'il me semble qu'à côté de la restauration de l'autorité à l'école et de l'acquis des savoirs fondamentaux, il est extrêmement important de veiller, on va dire, à la santé, au bien-être des enfants et à les protéger. Donc, notre pays a inventé en 1945 une politique extrêmement ambitieuse et remarquable en matière de protection infantile et de santé en instaurant un système de médecine scolaire qui était assez unique en Europe et qui avait un objectif extrêmement simple et remarquable, c'était de s'assurer que aucun enfant ne passait sous les radars de la vigilance, de la surveillance et de la détection. Parce qu'on sait que dans certaines familles, la prise en compte de soins, la fréquentation des médecins, le suivi médical est parfois un peu erratique et que l'école étant le lieu où se retrouvent, sinon tous les enfants, la plupart des enfants, c'est un lieu où toute difficulté chez tout enfant doit pouvoir être détectée. Donc c'était l'objectif et c'est assez remarquable. Et depuis lors, on constate une sorte de dégradation de la situation. On a même des départements où il n'y a pas de médecin scolaire. Le personnel médical ou conjoint, je pense aux médecins, aux infirmières, aux assistants sociaux, ne dépendent pas de la même autorité. Chacun travaille en silo, il n'y a pas de partage des données, il n'y a pas de suivi des enfants. Alors, dans les collèges, on a des infirmières, ce qui permet en tout cas un meilleur suivi, mais dans les écoles maternelles et primaires, on n'a pas de personnel affecté. Ça peut être le personnel d'un collège qui doit se déplacer dans une école parfois un peu lointaine à la demande d'une direction d'école. Et ça ne se fait pas puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, dans notre pays, 18% des visites médicales obligatoires sont réalisées. Et donc, que proposez-vous? Une expérimentation par des départements volontaires de la prise de compétences médecine scolaire. Alors, pourquoi une expérimentation? Parce que nous tirons les enseignements de lois décidées d'une manière uniforme sur l'ensemble du territoire sans que les collectivités soient volontaires pour le faire et qu'elles portent ces compétences dans leur ADN. Donc, expérimentation, ça veut dire qu'on essaie, on évalue, on corrige. On essaie, ça veut dire que nous donnons 1 an aux départements volontaires et, et à l'État pour se mettre d'accord sur les conditions, ça veut dire les financements, les obligations, etc. À l'issue de cette première année de discussion, les établissements, les départements volontaires
expérimenteront cette prise de compétences volontaires. Ça veut dire que seuls les départements qui veulent le faire, voire qui déjà sont, comment dire, très actifs dans ce domaine pourront le faire. Et pourquoi les départements? Parce que les départements sont sont vraiment les collectivités, les compétences sociales et ont déjà dans leurs compétences la PMI, c'est-à-dire la protection infantile. Et nous avons déjà des départements qui interviennent dans les établissements scolaires de maternelle depuis que la scolarité est obligatoire à 3 ans. Ça veut dire que ce sont les médecins des départements qui vont dans les écoles exercer, enfin réaliser ces visites médicales. Donc ça existe et ça marche. Et nous avons l'Association des départements de France avec qui nous avons travaillé soutient cette possibilité d'expérimentation pour des départements volontaires. Il y a un peu plus d'une dizaine de départements qui seraient très volontaires pour réaliser cette expérimentation. Donc, notre objectif, c'est de gagner en qualité, de mettre de la cohérence et d'être sur une amélioration de l'organisation. Donc, ça n'est pas qu'une question d'argent, parce que ce que l'on constate, c'est que l'organisation est assez, comment dire, n'est certainement pas optimale. Je disais que les médecins n'ont pas forcément de contact et de lien avec les infirmières. Il n'y a pas de suivi et d'information partagée et que chacun est un peu dans son coin. Donc les enfants sont perdus au milieu de tout ça, alors que nous pensons que le suivi de l'enfant, il peut être fait depuis l'âge de 3 ans jusqu'au lycée par une équipe médicale qui pourrait mieux suivre les enfants parce qu'il y aurait une meilleure organisation, un partage des données, un dossier médical, un dossier social et qu'en plus les départements, non seulement ils ont déjà cette compétence pour la petite enfance, mais ils ont la compétence de protection de l'enfance de manière plus large. Ça veut dire que devant des difficultés sociales, des fragilités familiales, ce sont les départements qui sont amenés à intervenir parce qu'ils ont les solutions. Alors qu'un médecin scolaire ou une infirmière scolaire qui détecte une fragilité familiale, ni le médecin ni l'infirmière n'ont les solutions parce qu'ils ne sont pas du tout articulés avec les départements dont c'est la compétence. Et que pensez-vous, de côté de l'ANDEV ou à titre personnel, de ce projet sénatorial justement de transfert de la médecine scolaire en bloc ou en tout cas à court terme peut-être par expérimentation sur certains départements ou régions volontaires? Certains départements volontaires, pardon. Au sein de l'ANDEV, on a effectivement beaucoup échangé entre les collectivités du premier degré, les communes, et puis les collectivités pour le second degré, que ce soit les régions et les départements, parce que la question de la santé scolaire est une question primordiale pour l'ANDEV. C'est un sujet effectivement très important. Mais aujourd'hui, les enjeux de santé, de prévention, de dépistage font partie des sujets qui sont au cœur de nos préoccupations. Et on voit bien qu'on a une médecine scolaire qui est en déshérence la plus totale. Donc, bien sûr, par exemple, si on prend les départements, les collectivités, ce sont les collectivités liées aux solidarités. Les questions de prise en charge du handicap font aussi partie des compétences départementales. La compétence de la PMI, la protection maternelle et infantile est aussi une compétence départementale. Donc, dans un souci de lisibilité pour tous les acteurs et pour les familles, on pourrait penser que le principe du transfert aurait du sens, pourrait s'entendre sans souci. Par contre, la question du transfert des moyens est beaucoup plus problématique. La médecine scolaire aujourd'hui, il y a pénurie de médecins, il y a pénurie d'infirmières, de psychologues. On voit bien les difficultés que rencontre l'État s'il transfère la médecine scolaire. Ça ne peut pas être à moyen actuel puisque forcément, ça serait une charge lourde qui viendrait sur les collectivités territoriales de manière générale. Je ne vois pas pourquoi les départements ou les régions ou les communes auraient moins de difficultés à retrouver des médecins scolaires, qui est quand même un métier qui attire peu aujourd'hui. Donc, cette médecine scolaire, il y a du sens à la transférer, mais il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Quid de la continuité de la médecine scolaire au lycée? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui serait compétent sur ce champ-là? Quid de la prise en charge des enfants porteurs de handicap et de leur accompagnement?
On a aussi, si on avait un transfert des médecins scolaires, quid de la coexistence entre différents statuts de médecins de PMI qui sont agents territoriaux et des médecins d'État. En fait, finalement, cette question de transfert de médecine scolaire pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Bien sûr, l'expérimentation, si elle prend du temps et qu'elle est suffisamment pérenne, elle permettra peut-être d'avoir une meilleure évaluation du besoin. Mais finalement, je pense que c'est pas tellement la question, en tout cas au sein de l'ANDEF, c'est pas tellement la question du transfert de la compétence qui est une question fondamentale pour nous, c'est plutôt la question de comment on redéfinit et comment on donne une priorité au niveau de quel que soit l'échelon territorial de la santé et de la santé des enfants et de la santé scolaire et aussi de la santé mentale des jeunes aujourd'hui dont on sait qu'ils ne vont globalement pas très bien. Bien, merci beaucoup à toutes les deux et au revoir. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Numéro simple cette fois-ci. Parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner par là. Merci, au revoir.